Merci beaucoup, William. Et on passe la dernière, last but not least, Éric Alloire, qui va nous présenter donc, le dernier cas clinique, qui va le présenter au panel avec une discussion fort intéressante, évidemment. Merci de m'avoir permis de présenter ce cas aujourd'hui. Le cas que je vais vous présenter raconte l'histoire de Madame M, une dame de 64 ans qui présente comme principal antécédent un syndrome de Sharp suivi de plus de 20 ans avec une forme articulaire pure, une dame qui n'a jamais fumé, qui prend au long cours du plaquenil et 2 mg de prednisone pour son syndrome de Sharp et qui a présenté des douleurs inflammatoires multiples, qui a un petit peu traîné vu son antécédent, mais qui finit par vraiment l'altérer avec une altération de l'état général, avec un examen clinique par ailleurs normal, qui amène son médecin traitant à réaliser un scanner en mai 2015, qui montre un nodule du pulmonaire au niveau du lobe moyen et des lésions ostéolytiques multiples. Donc les examens sont réalisés, la fibroscopie montre un adénocarcinome bronchique avec une mutation de l'EGFR, une délétion de l'exon 19. Elle présentait par une hypercalcémie. Le TEP scan montre des lésions vraiment osseuses multiples, mais pas d'atteinte viscérale, pas d'atteinte cérébrale non plus. Par contre, l'IRM du rachis cervical montre une lésion en C3 avec un recul du mur postérieur et une épidurite en regard qui est menaçante. Donc une prise en charge initiale en urgence, une corticothérapie, des biphosphonates, des antalgiques, et puis une chirurgie avec une corporectomie au niveau de la lésion au niveau de C3. La patiente, sur le plan clinique, avait toujours des douleurs vraiment très invalidantes avec un retentissement fonctionnel majeur, puisqu'elle avait des douleurs au niveau du genou droit et du tibia gauche qui correspondaient à de métastases osseuses, qui ont nécessité une hospitalisation avec une prise antalgique importante. Une titration en morphine, une introduction de prégabaline, la corticothérapie est poursuivie et puis réaliser une radiothérapie antalgique rapidement. Suite à cette prise en charge un petit peu en urgence, est débutée du coup une première ligne par erlotinib à la dose standard de 150 mg par jour et poursuivie par ailleurs les biphosphonates. La patiente est évaluée à J15 et à J30. Elle présentait une bonne tolérance du traitement, pas de toxicité cutanée, pas de toxicité digestive. Et une amélioration clinique avec une amélioration de ses douleurs des membres inférieurs essentiellement. On débute à J30 de la radiothérapie complémentaire après cicatrisation de sa lésion au niveau de C3, de la chirurgie au niveau de C3, avec un schéma de 30 grés en 10 séances. Donc pour reprendre la chronologie, on débute de l'erlotinib à J1, la radiothérapie à J30, et en fait ce qui est apparu vers J45, la patiente est vue en consultation et à ce moment-là est notée une mucite de grade 2 pour lequel du coup l'erlotinib est arrêté. La patiente est revue une semaine après et là se majore vraiment la mucite avec une mucite de grade 3, des ulcérations, une dysphagie, une patiente très gênée avec même une dysphonie, une patiente qui était fébrile à ce moment-là, qui s'altérait sur le plan d'état général et avec une dénutrition sévère. En fait, sur le dernier mois, elle avait perdu 5% de son poids et une chute de l'albumine. La patiente est donc hospitalisée. On s'est du coup demandé pourquoi est-ce qu'elle avait développé cette toxicité aussi importante. Donc la radiothérapie d'une part, l'erlotinib et l'association des deux semblent être en cause. La radiothérapie avec donc une œsophagite radique en fait. Les toxicités aiguës apparaissent à partir de 20-30 grés classiquement, donc ce qui était le cas ici. Le champ d'irradiation montre clairement que ça peut correspondre à cette toxicité. Et puis dans la littérature, c'est quand même une toxicité classique de la radiothérapie, avec 0,5% des cas, c'est dans une littérature de radiothérapie thoracique de tout genre, donc c'est difficilement généralisable, mais en tout cas c'est un effet classique. L'erlotinib aussi, c'est plutôt des stomatites qui sont observées que vraiment une mucite comme ça aussi importante. Dans notre laboratoire est dosé en fait l'erlotinib et la patiente avait un dosage plasmatique élevé d'erlotinib avec des chiffres au-dessus de 3000 à J15 et à J30. La cible thérapeutique qu'on utilise c'est 1200 à 2000. Donc voilà, donc c'est des données, donc au niveau des données pharmacocinétiques de l'erlotinib, la concentration d'équilibre de la phase 1, c'était 1200. Il y a une étude qui a montré une relation entre le dosage plasmatique et la toxicité avec les toxicités cutanées, mais il n'y a pas de relation qui ont été montrées pour les toxicités de diarrhée et ni les toxicités de mucite.
Bon, après, voilà, pourquoi cette patiente avait un dosage élevé en erlotinib, elle avait la dose standard de 150 mg. On ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas d'interaction médicamenteuse qui expliquait ça. Voilà. Bon, ce qui paraît quand même le plus, chez cette patiente au niveau de son histoire, c'est l'association des deux. Il n'y a pas de données de cohorte de patientes qui ont un protocole de radiothérapie au niveau du rachis en même temps que de l'erlotinib. C'est des case reports que j'ai retrouvés, du moins dans la littérature. Un case report, entre autres, de 8 grès en 2 séances au niveau de L1 qui a donné un décès toxique par diarrhée. Après, par contre, les données dans la littérature qu'il y a entre l'erlotinib et la radiothérapie, il y a des données précliniques avec un effet radiosensibilisant de l'erlotinib à la radiothérapie, dû à une modification en fait, du cycle cellulaire, entre autres. Mais un des mécanismes, ce serait ça diminue le nombre de cellules en phase S, qui est la phase la plus radiorésistante. Donc cet effet radiosensibilisant a déjà été utilisé, a déjà été observé pour étudier l'efficacité. Dans la radiothérapie de l'encéphale in toto, il y aurait des données d'efficacité qui permettraient de dire que associer les deux donnerait même des données de survie. C'est une phase 2. Au niveau de la tolérance, par contre, l'association de l'erlotinib et de la radiothérapie est aussi plus toxique par cet effet radiosensibilisant. Et ça, en tout cas, c'est sûr au niveau de la radiothérapie thoracique avec des pneumopathies interstitielles radiques vraiment majeures. Là, j'ai mis un exemple d'une cohorte sur 24 patients qui étaient traités par irradiation thoracique et erlotinib, 3 décès toxiques par pneumopathie interstitielle sur 24 patients. Et puis après, il y a d'autres études en cours qui regardent, que j'ai pu retrouver, qui regardent l'association radiochimio et erlotinib. Ce qui est intéressant, c'est dans le pancréas, où il y a des phases 1 qui montrent que pour qu'il n'y ait pas une surtoxicité de grade 3-4, l'erlotinib, à la dose de 50 mg par jour, il n'y a pas de surtoxicité de grade 3-4. À la dose de 100 mg ou 150 mg, par contre, ils observent des surtoxicités. L'autre étude de phase 1 retrouvée, c'est le changement de fractionnement qui est utilisé au niveau de la radiothérapie, avec vraiment des fractions de 0,4 grès par fraction, des hyperfractionnements majeurs. Pour revenir donc à notre patiente, elle a été prise en charge avec des soins locaux, la corticothérapie a été poursuivie, les antalgiques, une antibiothérapie, elle était fébrile au moment de l'hospitalisation, plutôt probabiliste. Il y avait aussi vraiment des lésions érythémateuses qui évoquaient quand même une candidose associée, donc des antifongiques ont été associés. Elle s'est améliorée rapidement sur le plan de la mucite, mais par contre sur le plan nutritionnel, ça a été plus compliqué. Elle a très rapidement vu les diététiciennes du service, mais malgré un enrichissement du régime alimentaire et finalement quand même une amélioration de ses apports, puisque les objectifs, selon les recommandations de la SFNEP, c'était 1600 à 1800, et puis elle est arrivée à 1200, 1400. Elle était en deçà, mais ça s'améliorait quand même. Elle a pu maintenir son poids, mais elle est restée toujours altérée et puis dénutrie. La suite de sa prise en charge, on a repris de l'erlotinib une fois la toxicité passée à la dose de 75 mg par jour. À la réévaluation à J30, la patiente présentait une bonne tolérance avec pas de récidive de stomatite. Le dosage d'erlotinib montrait encore qu'il était un petit peu en deçà de nous, la borne qui est fixée. Mais par contre, la patiente restait vraiment cachectique et altérée. Et puis un bilan a été réalisé, elle progressait de façon majeure et a été transférée en soins palliatifs. Voilà, donc c'est un cas clinique qui illustre bien donc cet effet potentialisateur de l'association radiothérapie erlotinib. Dans des cas de radiothérapie qui sont pas, pour lesquels il n'y a pas de grande cohorte du moins. Après, ça peut aussi poser est-ce que le dosage de thérapie ciblée, est-ce que ça pourrait aider à manager les toxicités? C'est une question que ça peut poser, mais qui n'est pas validée. Merci. Well, I think your excellent presentation brings up many points. Excellente présentation. Vous avez soulevé différents points. À mon avis, du point de vue pharmacocinétique, vous avez le côté pharmacocinétique des TKI n'est pas forcément clair. Alors, s'agissant des doses toxiques, c'est une chose, mais à des doses thérapeutiques, c'est autre chose. Et nombre de personnes estiment que à très très petite dose, nombre de ces agents peuvent avoir un rôle très thérapeutique. Et je connais beaucoup d'oncologues
qui ont des patients très âgés qui jamais ne démarrent à 150. Hein, moi, j'ai personnellement eu plusieurs patients qui ont très bien réagi à 37 mg et qui ont continué à cette dose-là. Donc, un point de précaution, cependant, est-ce qu'il fallait vraiment la radiothérapie? Est-ce qu'il fallait vraiment l'ajouter dans la mesure où il y avait déjà une réaction? On a regardé la différence chez des patients qui évoluent sous erlotinib ou gefitinib, donc dans le cerveau, mais pas dans le reste du corps. Et cette patiente, en fait, évolue partout. Il y a une progression de la maladie partout. Et donc, sur une nouvelle biopsie, mais pas dans le cerveau, sur la base de cette biopsie, on pourrait peut-être mettre en exergue ces nouveaux agents, des agents qui n'auraient peut-être pas été indiqués par le passé. Alors, autre dimension, concernant vos molécules, dans la mesure où l'effet est moindre sur le GFR wild type, peut-être que la toxicité serait moindre. Donc, ce sont là des défis auxquels on est en but. Donc, voilà, pour mes commentaires, Jeff ou les autres? Moi, je suis entouré d'experts. Je vais jouer l'humilité. Un commentaire, 2 commentaires cependant. La concentration d'erlotinib, pourquoi est-ce qu'elle était aussi élevée pour cette patiente? Est-ce qu'il n'y avait pas une atteinte rénale? Il n'y avait pas dans le fond un fond d'inflammation? Peut-être qu'il y avait des dommages microscopiques au niveau des reins? Pourquoi est-ce que la dose était si élevée? Deuxième point. Est-ce qu'on devrait réduire la dose chaque fois qu'on administre une radiothérapie? Et moi, je poserai l'argument suivant. Généralement, à l'hôpital, lorsque vous avez un patient âgé, cette dame, elle a 64 ans. Vous êtes ado, vous, hein? Oui, moi, personnellement, je suis ado. J'ai 15 ans dans ma tête. Mais qui sait? Personne ne sait où établir la limite. Gefitinib, erlotinib ont prêté à controverse depuis le début. La question de savoir si quelqu'un a vraiment la mutation, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une dose de 150, quel que soit l'agent? Il est important. Et c'est intéressant que ce cas suscite cette idée. La toxicité n'a pas démarré avant, 6 semaines? Jusqu'à le début de la radiothérapie, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de problème. Pas eu de problème de diarrhée ou d'éruption cutanée. De toute évidence, il y a un effet cumulatif. Oui, tout à fait. Il y a une accumulation du médicament et c'est déclenché par la radiothérapie. Oui, on voit ça chez les patients un peu plus âgés, entre 60 et 80. Vous avez ce syndrome, cette cachexie, beaucoup de fatigue, de faiblesse, lorsque les doses sont élevées. Donc, peut-être qu'on peut envisager de baisser les doses. Et votre revue le montre bien. Ces agents, on ne sait pas vraiment les utiliser avec une radiothérapie. Et donc, souvent, on essaie d'interrompre le traitement au cours de la radiothérapie si on estime que la radiothérapie est nécessaire. Mais il y a probablement des lésions entraînées par la radiothérapie également. Mais les lésions cérébrales ne sont pas forcément systématiques. Ce qui était clair sur cette patiente, c'est que vous avez beau baisser la dose, vous avez beau bouger les choses, la maladie a continué d'évoluer très rapidement. Est-ce que vous avez eu la possibilité de faire une nouvelle biopsie? Non, on ne l'a pas rebiopsiée. 790M, mais qui est encore en cours, en fait. On n'a pas les résultats, mais la patiente était trop altérée sur le plan de l'état général, de toute façon. Autre chose. Les biomarqueurs sanguins. On a de plus en plus d'expérience sur le sang périphérique. C'est tellement difficile d'avoir le résultat de la biopsie en temps réel. Donc, la concordance entre la génomique du sang et les tissus semble très bonne. Surtout pour la TSA90. Oui, je parle de la biopsie liquide. On prélève un petit peu de sang, on met en centrifugeuse et puis on obtient le résultat. À bon coup. Si on voit la mutation, et que la mutation semble réelle au niveau du sang, si on ne la voit pas, elle existe peut-être déjà encore, mais
Ou alors, c'est peut-être une autre voie qui entre en jeu. Il y a peut-être une autre mutation en jeu. Mais les choses ont peut-être évolué au fil du temps. Non, moi, je fais référence au fait suivant. Jusqu'à présent, tout ce qui est à base liquide, le sang, l'urine, ces biomarqueurs semblent très sensibles, mais pas forcément aussi sensibles que les tissus, en tout cas pour l'instant. Encore une fois, c'est là un domaine qu'il va falloir explorer. Moi, je dirais que comment moi j'aurais traité cette patiente? J'aurais essayé de trouver le meilleur effet pour l'erlotinib avant d'envisager une radiothérapie. Et j'aurais probablement, à ce stade-là, interrompu l'erlotinib. Et il y a tout un débat là-dessus. Est-ce que oui ou non, on peut interrompre l'erlotinib? Et je pense que l'argument a plus trait au fait que oui, c'est possible et qu'il y a cette espèce de poussée, ce phénomène est assez rare. Vous l'avez dit au début, il y a un trouble des tissus conjonctifs. Vous pensez que c'est red herring ou c'est quelque chose qui vraiment vous voulez lier à ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y avait dans les case reports que vous avez dans la littérature, est-ce qu'il y a une composante auto-immune chez les patients ou pas? Non, on avait fait justement du coup un bilan auto-immun qui avait été négatif par rapport à son syndrome de Sharp. Je ne voulais pas spécialement le lier, le fait de le mettre dans les antécédents, mais c'est quelque chose qui nous a aussi amené à faire plus d'examens chez elle, mais on ne l'a pas relié. Et chez les patients qui sont reportés, vous avez aussi un problème de pharmacocinétique de erlotinib. Est-ce qu'il y a eu une meilleure réponse avec la toxicité qui s'est augmentée ou pas? Donc il y a eu cette analogie avec le cetuximab en cancer colorectal où on n'a pas pu montrer qu'en augmentant la toxicité, qu'il y avait une meilleure réponse de la tumeur. Oui. Est-ce que là, il y a quelque chose dans la littérature ou non? J'en ai pas vu, mais... Merci. Encore une fois, un cas très intéressant. On a 4 cas très intéressants, extrêmement modernes. Et malheureusement, le panel n'a pas été en mesure de trouver des réponses à ces questions. Mais merci quand même.